Biologue va nous parler de l'expression de ses désirs s'il vous plaît, l'expression des désirs dans un environnement contraint. Richard, à toi. Tu minutes, hein? Oui, non, la question du temps, on va essayer de la revoir. De toute façon, compte tenu du dépassement que tu as fait tout à l'heure, je me sens à l'aise. Ceci étant dit, dans les applaudissements, c'est pour après, il y en aura plus. Ceci étant dit, est-ce qu'il est compris dans mon temps la problématique de savoir comment marche cet appareil? Ah ben voilà, on a gagné 3 minutes. C'est pas compliqué, il y a une flèche verte pour avancer et une flèche rouge pour reculer. D'accord. Hein, donc la flèche verte, tu n'auras pas besoin de reculer. Hein. Elle est où la flèche verte? C'est la plus grosse. Non, celle-là. Ah d'accord. Il y a toujours des ambiguïtés avec Bernard. Bref, bon, on est là pour parler sérieusement. Donc vous pouvez compter sur moi, ça marche, tiens. Vous pouvez compter sur moi pour parler sérieusement en ce qui concerne, ces aspects-là, sauf que quand même, je vais être un peu rabat-joie. Enfin, je suis là pour ça, hein, finalement. Je vais être un peu rabat-joie parce que j'ai entendu une très très belle définition complexe de tout ce qui est plaisir, désir, etc. et besoin. Moi, je vais parler des freins qui existent à l'expression de ces plaisirs, de ces désirs, et dans un contexte contraint. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contexte contraint? Eh bien, un contexte contraint, ça peut être notre nation, ça peut être le monde entier, mais peut-être plus facilement pour nous, ça peut être un EHPAD, un RA, etc. Une RA, pardon, c'est-à-dire un lieu qui soit public ou privé, dès l'instant où il existe un certain nombre d'obligations à l'intérieur de ce système. Et c'est ce système contraint qui va développer de façon spécifique des empêchements à parler de la part des personnes qui vivent à l'intérieur. Donc en fait, c'est une forme d'astreinte qui existe à l'intérieur de ces systèmes contraints, astreinte qui s'exprime par une dépendance à l'autre. En fait, c'est un lieu, le système contraint, c'est un lieu où l'on ne désire plus dire ses désirs, c'est-à-dire qu'on essaye d'exprimer plutôt le désir du lieu contraint lui-même. C'est peut-être assez compliqué, mais je vais passer dans les détails. Je dirais simplement, pour faire suite à Florence dans sa définition, qu'il existe effectivement tout un mécanisme qui tente à faire fonctionner les désirs à travers la demande, certes, mais le système contraint, lui, va nous montrer que cette demande peut être extrêmement limitée et que finalement, la demande n'est pas forcément exprimable par les personnes âgées dans ce lieu qui est contraint. Alors, je vais passer sur l'espace winnicotien, bien sûr, parce qu'elle en a parlé, ce n'est pas la peine que j'en reparle maintenant, mais cet espace winnicotien, finalement, c'est l'espace dans lequel s'exprime l'animation. Si certes il y a eu un objet transitionnel au moment de l'enfance, peut-être peut-on se poser la question et s'interroger sur le fait que l'animateur et l'animation en général deviennent cet objet transitionnel. C'est quand même une interrogation que l'on peut avoir. J'ai entendu aussi que dans l'espace du désir, il s'agissait de construire son humanité. Pour moi, c'est une phrase qui est clé, construire son humanité, certes, mais peut-on continuer à construire son humanité à l'intérieur d'un milieu qui, justement, peut parfois nous empêcher de le faire. Tel va être donc l'ensemble des éléments que je vais développer pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Non, il te reste un peu moins de 10 minutes. TTC. La contrainte environnementale, d'abord, c'est la structure elle-même qui contraint la personne, comme je viens de le dire, à s'exprimer à travers une sorte de codification qu'il peut y avoir dans cette structure elle-même. Cette structure impose un certain nombre de règlements, d'obligations en quelque sorte, à laquelle la personne âgée, puisqu'on parle quand même des personnes âgées, là, la personne âgée s'astreint de répondre. Maintenant, va-t-elle être dominée par son astreinte à répondre
à un règlement collectif ou va-t-elle pouvoir, dans ce règlement collectif, exprimer sa propre personnalité? En fait, toutes les structures soumettent à des astreintes relationnelles qui sont codifiées soit par la réalité d'un règlement, soit parce que la personne s'astreint elle-même, s'oblige elle-même à obéir à ce règlement général. Donc là, il s'agit des problèmes de la structure. Mais il y a aussi les proches qui sont soit professionnels, bien évidemment, parce que vous devenez à l'intérieur des établissements, et même, je dirais, au domicile, des proches de la personne, ne serait-ce que parce que vous la voyez tous les jours, ou du moins très régulièrement, et que cette régularité fait que la personne professionnelle devient une personne proche. Il n'y a pas que la famille. Mais il y a aussi les proches familiaux, dont on va parler tout à l'heure en ce qui concerne leur mécanisme d'astreinte de la personne. Et il y a des contraintes qui mettent en place insidieusement un mécanisme d'emprise. Alors, je suis étonné parce que depuis hier, je sais ce que c'est que l'emprise. Pour ceux qui ont écouté les informations, et je pense que vous en êtes tous, aujourd'hui, l'emprise devient un concept que l'on va essayer de développer. Alors, je pensais bien sûr à la fin du Grenelle des violences conjugales, où le terme d'emprise a été mis en exergue, et c'est peut-être sans doute quelque chose de bien, mais encore faut-il se transformer ce mot en un concept pour qu'il soit... C'est le scoop de l'année. Richard est devenu conseiller de Marlène. Je le cachais jusqu'à présent, mais bon, parce qu'on ne sait jamais, violence à Marlène, bon, enfin bref, des contraintes donc, qui mettent en place un mécanisme d'emprise, un mécanisme d'ailleurs qui est souvent involontaire, mais toujours utilisé volontairement. C'est-à-dire qu'involontairement, on peut soumettre quelqu'un, mais quand on en a la conscience, quand il y a une sorte de conscientisation de ce mécanisme que l'on utilise, eh bien à partir de ce moment-là, on risque, c'est un risque majeur, de l'utiliser pour asservir l'autre et pour faire en sorte que l'autre n'existe que par rapport à soi-même. Par rapport à soi-même en tant qu'individu, mais aussi peut-être par rapport à soi-même en tant que structure. C'est-à-dire que finalement, on est dans un système qui se construit pour justement faire en sorte que la personne qui en est bénéficiaire de ce système en soit aussi la maléficiaire, c'est-à-dire que finalement, ça lui fait plus de mal que de bien. En fait, cette contrainte perturbe l'expression des différents acteurs, que ce soit l'acteur récipiendaire qu'est la personne âgée ou l'acteur émetteur que peut être la famille, la structure elle-même ou les professionnels. Alors, j'étais en train de parler du mécanisme d'emprise dans l'expression des désirs. En fait, il existe trois systèmes, enfin trois emprises majeures. Je ne vais pas aller au-delà des trois, parce qu'en fait, il en existe 7, mais ces trois nous concernent plus directement. Il y a d'abord l'approche emprise. Qu'est-ce que c'est que l'approche emprise? Eh bien, comme cela s'explique, c'est une emprise née dans un environnement immédiat qui n'est pas né de loin. C'est le regard jugeant de la famille, par exemple. À force de juger un état de la personne âgée ou juger de tel ou tel état, peu importe si ce n'est pas celui de la personne âgée, eh bien, ce regard devient jugeant et les proches deviennent des personnes qui ont un mécanisme d'emprise parce que c'est elles qui ont l'autorité quelque part. Et il est inscrit justement dans le quotidien autour d'habitudes sans permettre d'y déroger. C'est-à-dire que le fait de juger va devenir une seconde morale de la relation qu'il y a entre les proches et la personne. Et utilisant ce terme moral, il va y avoir une assurance à dire qu'il faut agir de telle ou telle manière. Et puis il y a la téléemprise, qui est la seconde emprise que l'on connaît bien. Non pas parce qu'il y a la télévision, mais c'est un petit peu le même principe. La téléemprise, c'est une expression limitative de la société. C'est-à-dire que la société émet un certain nombre d'avis, d'astreintes, de morales, etc., ou de règles morales, pardon. Eh bien, elle va limiter donc l'expression de la personne à l'intérieur même de ce qu'elle exprime elle-même. C'est un mécanisme, un système plutôt, qui fait que, justement, il y a une restriction du domaine où la personne peut s'exprimer. Donc la personne âgée est bornée, enfin bornée au sens où elle a une borne. Hein. Elle peut être bornée aussi, mais bon, ça c'est un autre problème. La personne âgée est bornée par des représentations sociétales, et le terme de représentation doit être souligné 10 fois,
parce que c'est véritablement la grosse problématique qui émerge à travers la troisième emprise qui s'appelle l'auto-emprise, puisque dans cette auto-emprise s'expriment justement tous les mécanismes de contraintes liées à la personne qui ne s'autorise pas à dire. C'est-à-dire que toutes les représentations que peuvent avoir les personnes s'expriment à ce moment-là, à l'intérieur. Là, le temps ne coule plus. 10 minutes, donc. Bien. La personne ne s'autorise plus à dire les choses. Et si elle ne s'autorise plus à dire les choses, là commencent évidemment les petites catastrophes que l'on peut avoir, puisque si on n'arrive plus à faire s'exprimer le désir de la personne, puisqu'elle ne s'autorise plus à le dire, c'est que nous sommes dans un système pathologique. Et cette auto-emprise est l'expression même de la pathologie de la communication que peuvent avoir les personnes âgées et leurs proches. Alors, quelles sont les incidences sur l'expression des désirs? Eh bien, d'abord, alors j'ai employé le terme pulsion de dire, évidemment, il y a une psychologue, là, je vais me faire assassiner, mais c'est pas grave, il y a des assassinats qui sont doux, d'autres un peu moins. Bon. Je vais quand même utiliser le terme pulsion. Pulsion de dire, bon, pulsion, évidemment, tout le monde a compris que je le prenais au sens du deuxième topique freudien. Je me méfie quand même de ce que je dis. Bref, le blocage de la pulsion de dire, c'est-à-dire que la personne n'est plus poussée à dire les choses. Et si elle n'est plus poussée à dire les choses, eh bien, c'est qu'il y a évidemment une recentration sur soi, une perte de sa propre estime à dire les choses. Ce que j'ai à dire n'est pas intéressant, ou alors ce que j'ai à dire, c'est toujours la même chose. Donc, de ce fait, je n'ai plus ce qui me pousse à dire, je n'ai plus cette pulsion de dire. Et donc, il y a une rupture de la communication avec l'autre, et cette perte de l'estime de soi fait qu'il n'y a plus de confiance, et que la personne perdant sa confiance, elle perd aussi la possibilité de son expression. Alors là, je fais appel à vous pour un petit peu de gentillesse, parce que j'ai employé le terme routinage. Il n'existe pas, ne le cherchez pas, c'est moi qui viens de l'inventer, enfin qui l'ai inventé il y a quelques jours. Le routinage du travail des professionnels, c'est-à-dire que finalement, le personnel s'inscrit dans une routine pour faire les choses, puisqu'il n'y a plus en face de ce personnel la possibilité d'exprimer ou l'autorisation de s'exprimer du sujet que l'on a en face de soi. Donc, la personne âgée n'est plus écoutée comme étant une personne, mais elle est écoutée, quand elle est écoutée, comme objet du travail. Et quand le travail devient objet et non plus écoute de la personne, là, effectivement, il y a un gros problème qui s'installe, que j'ai appelé pathologique tout à l'heure, et c'est véritablement la pathologie qui se met en place, puisqu'il n'y a pas d'intervention personnalisée. Alors là, on va enfin, je ne vais pas le développer, parce qu'évidemment, il ne me reste plus que quelques minutes, mais on aurait beaucoup de... Deux. Voilà, c'est donc quelques, puisque c'est plus que un. Mais il y a donc... ben voilà, il m'a troublé maintenant... Bon, vous m'avez compris. Hein. Allez, voilà. Tu vas nous sortir un troisième point. Après ta pulsion de dire, bon, hein, après ton routinage, on invente des mots. Quel est le troisième? Eh bien, le troisième problème, c'est qu'il n'y a plus d'intervention personnalisée. Je ne sais pas pourquoi il me parle de troisième, parce que là, je n'en parle pas. Mais en tout cas, il y a un troisième niveau, c'est qu'il n'y a plus d'intervention personnalisée. Et quand on sait que le projet personnel ou personnalisé ou individualisé dans les établissements sont quelque chose de fondamental. Donc, si on ne peut plus avoir l'expression de la personne, eh bien, effectivement, le projet personnel ou personnalisé devient un peu plus complexe et voire impossible. Et puis, bon, il y a la moralisation des proches. Bon, on va passer là-dessus parce que... je reviendrai peut-être l'année prochaine pour vous en parler. On me parle de boutons rouges, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je connaissais les gilets jaunes, mais les boutons rouges... Bon, Richard applique ce que disait Florence tout à l'heure. Oui. De la frustration naît le désir. C'est pas parce qu'elle a dit que c'est vrai, mais bon...
Bon, allez, je termine quand même là-dessus, enfin au moins sur un ou deux aspects, mais pas du tout sur ce que j'ai dit avant. En fait, il y a un mécanisme de conscientisation qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de résolution de l'emprise que si on est conscient que l'on a une emprise sur les personnes. Si on n'a pas cette conscience-là, automatiquement, il y a une rupture avec la personne. Voilà, c'est là-dessus que je terminerai. Il y avait, bon, bien sûr, plusieurs choses à dire, mais ce sera donc pour l'année prochaine. Je vous remercie. Merci Richard.